Exceptionnellement, ce soir encore, un autre visage pour ce nouveau numéro de la télé d'ici, en attendant de retrouver Cheikh Ivan qui, on l'espère, nous reviendra très vite. Ce soir, vous êtes peut-être celui ou celle dont on va parler. Vous avez peut-être été cet enfant qui a grandi dans un foyer victime de violences conjugales, ou alors peut-être que vous en connaissez un. Quel impact de ces violences conjugales sur le développement des enfants? Comment les identifier? Comment les protéger? Les aider à se reconstruire? On en parle ce soir avec nos invités, dont certains nous revisitent. Ndriaya Aristide, elle est sociologue, Carole Daquin, psychologue, et Alain Didier Latmel, directeur de la protection de l'enfant. En deuxième partie d'émission, nous serons rejoints pour le volet artistique par Abou Nidal de Genève, le Waraboss, le concepteur de la chaussure qui parle, qui nous offrira d'ailleurs un live en toute fin d'émission sur la scène de la télé d'ici. On retrouvera bien sûr l'INSEE qui nous fera son cinéma et qui nous proposera son kiff du jour. La télé d'ici, ça commence maintenant, là, tout de suite. Merci d'être sur NCI. Merci d'être fidèle à la télé d'ici comme tous les soirs à 18h40. Ce soir, on parle d'un sujet ô combien important, l'impact des violences conjugales sur les enfants. Ce soir, on est avec plusieurs invités pour en parler et c'est un plateau bien fourni. On va faire un petit tour de table pour présenter ces invités et puis ils vont nous dire ce qu'ils vont nous apporter comme information sur ce sujet. On va commencer par vous, Ndriaya Aristide. Bonsoir, vous êtes sociologue. Qu'est-ce que vous allez nous apporter ce soir sur cette thématique ? Merci, bonjour. Meilleurs vœux, on ne sait pas encore vœux. Ok, bon, en ce qui concerne le thème, vu la pertinence, nous allons parler déjà de l'origine de la violence et puis dire un peu quelles peuvent être les conséquences qui découlent justement de ces violences-là pour des enfants qui sont exposés quotidiennement. Alain Didier Latmel, bonsoir. Bonsoir Pierre. Troisième passage, il me semble, à la télé d'ici. Oui. Et d'ailleurs, quand on parle de protection de l'enfant, ça vous touche aussi, puisque vous êtes directeur de la protection de l'enfant. Qu'est-ce que vous allez nous apporter ce soir comme information ? Merci Pierre. Au-delà de contribuer à apporter des informations sur ce que sont les conséquences que seront ces violences sur les enfants, nous pourrons présenter un dispositif national qui existe, qui encadre ces enfants-là et qui leur permet de connaître des moments de bien-être en dehors de leur famille, si possible. Carole Daquin, bonsoir. Psychologue, bien sûr, ça vous touche, la question des enfants dans ces foyers où il y a de la violence conjugale. Oui, merci. Alors, comme on le sait, l'enfant est en développement et nous allons développer, pour ne pas me répéter, mais parler effectivement de tout ce que ces violences peuvent avoir comme impact, je dirais, négatif sur le développement de l'enfant, mais essayer aussi de comprendre d'où partent toutes ces violences-là, déjà dans les foyers, pour ensuite avoir une incidence sur les enfants. Voilà. Merci. Bonsoir l'INSEE. Bonsoir. Comment ça va ? Très bien. Et vous ? Très bien, très bien, très bien. C'est une lourde tâche de se retrouver dans ce fauteuil pour parler de ce sujet-là en particulier. On va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet. On parle d'enfants victimes de violences conjugales. Est-ce que quelqu'un voudrait se risquer à donner une définition de ce que c'est les violences conjugales sur ce plateau ? Alors, je ne sais pas, d'accord, je vais prendre la parole. Je pensais que la dame voulait intervenir. Alors déjà, la violence, c'est une force ou un pouvoir qu'on exerce sur une tierce personne. Mais dans ce cas-là, on est beaucoup dans la domination. Donc, on essaie de créer un climat de peur, un climat de domination, comme je l'ai dit, pour
pour avoir une certaine emprise sur la personne. Et dans le cas des violences conjugales, comme le nom l'indique, ce sont des violences qui sont pratiquées au sein des foyers. Les foyers, comme on connaît, c'est-à-dire un couple. Donc, l'un des conjoints applique la violence sur son partenaire. Donc, c'est en ce sens-là qu'on parle de violence conjugale. Donc, on est sur une violence qui peut être morale, oui. Elle peut être physique, oui. Et elle peut être même aussi économique, oui, il me semble. Oui. D'accord, très bien. Alors, on parle de ce sujet ce soir pour vous. Donc, bien sûr, on a promené nos caméras dans les rues d'Abidjan pour savoir si vous connaissez l'impact des violences conjugales sur les enfants. C'est l'avis d'ici, on regarde dans quelques minutes. Voilà, je pense qu'elles ont un effet néfaste sur l'éducation des enfants parce que les enfants, les parents sont des modèles. Alors lorsque l'enfant voit ses parents qui se disputent, qui font des palabres à chaque instant, l'enfant sera frustré et il peut même quitter la maison. Voilà, et il peut s'adonner à des situations, à des comportements qui ne sont pas bien. C'est plus ou moins néfaste parce que les enfants sont des personnes qui aiment bien recopier sur leurs parents. Donc ils voient ses parents tout le temps en train de se chamailler, en train de voilà. Eux aussi peut-être dans le futur ils vont faire pareil parce qu'ils se diront que c'est un peu normal de frapper sa femme ou pour une femme de crier sur son homme, vice versa. Donc je trouve que c'est quand même mauvais pour les parents de régler les discours, on peut dire, devant les enfants. Surtout en Afrique du Sud, particulièrement en Côte d'Ivoire, la violence conjugale est vraiment un impact négatif. Parce que ça agit surtout sur l'éducation des enfants. Parce qu'il y a des scènes qu'on a, il y a des scènes de violence qui ne sont pas bonnes pour l'éducation des enfants. Le traumatisme pour un enfant, et puis l'enfant peut être amené à être violent dans sa vie en grandissant. Et l'enfant peut avoir d'abord la peur, même en voyant ses parents. Déjà, il faut reconnaître que l'éducation des parents à un enfant dépend aussi de la stabilité de ses parents-là, de l'image que l'enfant a de ses parents-là. La violence, pour un enfant comme pour un grand, cela n'a pas de bons impacts. Et précisément, un enfant qui subit ou qui assiste à ces violences conjugales-là, généralement, ça amène l'enfant à la rue. Ça amène beaucoup d'enfants à la délinquance dont nous assistons beaucoup dans ce pays actuellement et partout dans le monde même. Ça va influencer négativement les enfants, même jusqu'à leur école, voilà, parce que le domaine dans lequel j'exerce, je suis à l'école, souvent on arrive à voir de tels cas, voilà, on arrive à gérer de tels cas où l'enfant est vraiment influencé, même dans ses études, il subit. Voilà, ça ne va pas. Alors c'était la vie d'ici, ce n'est qu'un simple échantillon de la population abidjanaise, mais est-ce que vous avez l'impression qu'on a fait le tour de la question? Est-ce qu'on réalise bien l'impact que les violences conjugales peuvent avoir sur les enfants? Est-ce que tout a été dit dans ce micro-trottoir? Enfin, c'est un résumé, je pourrais dire. C'est un résumé, mais disons-le, l'impact est multiforme. Et donc, les actions aussi à mener sont multi-cibles, puisque quand on parle de violence conjugale, on parle de la maison, on parle du ménage, du lieu où on réside, d'accord? Et quand il y a, au lieu d'avoir la cohésion, il y a une domination d'un plus fort sur le plus faible, justement, il y a des retombées. Et ces retombées-là sont à court terme, à moyen terme et à long terme. Et quand on va sur le long terme, on se rend compte qu'il y a reproduction sociale. C'est vraiment très difficile. Reproduction sociale, ça veut dire? Reproduction sociale, c'est-à-dire que l'enfant qui a été habitué à être exposé à la violence va reproduire ces mêmes actions de violence plus tard dans son foyer. Il y a une sorte de normalisation de la violence. Merci. Pour lui, c'est ce qui est normal, puisque c'est ce qu'il a vécu quotidiennement toute sa vie. Voilà. Donc, il y a déjà, comment on appelle, ces conséquences-là. Dans le court terme, immédiat, vraiment, c'est les blessures corporelles, les brûlures, les coups, les fractures, vraiment tout ce qui peut être douleur
douleur. Et là, quand vous parlez de ces douleurs-là, Et ça, c'est physique. Ce sont des douleurs physiques, Ça, c'est mais est-ce physique. que ce sont des douleurs qui sont sur l'enfant ou on parle du conjoint là pour le moment? Est-ce qu'on parle du couple ou alors est-ce que ces violences se répercutent aussi sur les enfants? Ça se répercute aussi sur l'enfant, à coup sûr. Parce que lorsqu'il y a dispute dans le couple, l'enfant est amené à faire une action. Parce que l'inaction aussi peut être une action, c'est-à-dire regarder, mais interpréter la violence qui est en train de se mener. Se sentir coupable, c'est peut-être à cause de moi que mes parents se disputent. Ou agir en faveur de l'un des parents, soit venir en protecteur, il peut recevoir des coups. Et puis les enfants sont aussi quelque part dépendants des parents, donc forcément, la violence conjugale a un impact sur eux. Forcément. Forcément. Alain Didier Latmel, est-ce que ça vous interpelle, ce que vous avez entendu dans ce micro-trottoir? Est-ce que vous avez envie de réagir dessus? Oui, beaucoup de tous ceux qui sont intervenus ont présenté la situation avec ses conséquences. Et ce que nous voulons relever là-dedans, c'est qu'il y a un problème de protection de l'enfant lorsque, dans un couple, se développe cette violence conjugale. Ça fait que la mère, qui a besoin de porter beaucoup plus attention à son enfant, n'aura pas le maximum de temps pour s'occuper de son enfant, pour lui apporter l'amour, l'affection et les soins qu'il faut. Et l'enfant sera plus délaissé là où les parents s'occupent à se donner des coups, à se crier dessus. Ça, c'est une autre forme de conséquence au-delà de ce que l'enfant se ferme sur lui-même. Il a peur, il devient plus tard violent et tout, mais les enfants ne sont pas suffisamment protégés dans les couples où il y a beaucoup de violence. Mais est-ce qu'on a peut-être, dans la société, est-ce qu'on pense peut-être aussi, c'est compliqué de penser que des parents ne peuvent pas prendre soin de leurs enfants ou que les parents, souvent les parents, ils ont pas le plein pouvoir, mais c'est compliqué de penser qu'un parent puisse faire du mal à un enfant puisque c'est son propre enfant. Ici, dans le modèle que nous avons, ce n'est pas l'enfant qui est directement agressé. Ce sont les parents qui s'agressent. Oui. Voilà, et qui malheureusement n'ont pas le temps de s'occuper de leur enfant. Mais les parents ne pensent pas que forcément ça touche. Ils ne se rendent pas compte tout de suite dans un de premier l'impact. temps, ils ne s'imaginent pas qu'il y a des effets sur l'enfant. C'est quand plus tard, ils vont se séparer, qu'ils vont commencer à découvrir que l'enfant a eu des problèmes pendant cette période. Et ça, c'est quand ils acceptent de se faire encadrer. Si ce n'est pas le cas, si la personne qui est le parent violent a eu lui-même cela comme éducation, et comme madame a essayé de le présenter, le modèle de l'apprentissage social, qui veut que celui qui a donné des coups, qui a vu donner des coups, donne des coups parce qu'il estime que c'est de cette manière qu'on s'affirme, c'est de cette manière qu'on obtient ce qu'on veut, ça sera un modèle générationnel de violence qui va s'entretenir dans une famille, et c'est grave. Mais est-ce qu'ils sont dans un déni, peut-être? Est-ce que les parents sont dans un déni ou pas forcément? Je ne dirais pas ça comme ça, mais souvent on ne réalise pas ce qui se passe. Voilà. Je ne parlerai pas de déni, mais on ne réalise pas ce qui se passe. Parce que comme les autres l'ont dit, on le fait souvent, on ne s'en rend pas compte, parce que pour nous c'est normal. Voilà, pour moi qui ai vécu dans un foyer où mon père il dit à ma mère, quand je mange, tu ne t'assois pas là. Mais je dis simplement à ma femme, et quand je mange, il ne faut pas rester à côté. Voilà, donc c'est pas un problème pour moi. C'est après les autres diront, mais ça c'est pas normal. Mais c'est ce que c'est ce que j'ai vu faire. Donc effectivement, pour moi c'est normal. Voilà. Alors, quand on parle de violence, tout de suite on a envie de quantifier. On sait déjà que c'est compliqué en Côte d'Ivoire d'avoir des statistiques sur les violences dans les couples, mais alors donc ça devient difficile de se rendre compte du nombre d'enfants qui sont affectés par cette situation-là. On a lancé un petit sondage via notre page Facebook NCI pour se rendre compte. On a posé la question de savoir si vous aviez déjà été victime de ces violences, et le sondage a donné des résultats. 18% de personnes ont été victimes de violences quand ils étaient enfants, et 82 personnes ont eu la chance, on peut dire que c'est une chance de ne pas grandir dans une famille où on est victime de ces violences-là. Est-ce qu'au niveau de la direction de la protection de l'enfance, on arrive aujourd'hui à quantifier le nombre d'enfants qui se retrouvent dans ces situations-là? Je dirais plutôt au niveau du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant,
il y a un service en charge des questions de violences faites aux femmes et aux enfants qui collecte des informations relatives aux violences faites aux femmes. Et c'est plus les femmes qui viennent se plaindre de ce qu'elles sont victimes de violences conjugales de la part de leur conjoint, de leur époux. Et donc là-bas, les chiffres que nous avons montrent qu'environ 56% des femmes sont victimes de ce type de violence. Et là encore, c'est quand on est dans le système des sondages et des dénonciations qui sont faites. Lorsque vous pouvez comprendre que ce type de violence oblige à un silence, quand il est entretenu dans une question de genre, dans notre éducation, où on te demande d'accepter les coups que tu as reçus, du coup, tu ne peux pas aller dénoncer. Alors, c'est fait que les 56% qui nous sont indiqués restent en compte griffe des chiffres à prendre avec des pincettes. Carole Daquin, comment on identifie un enfant qui est victime de violences conjugales? D'accord. Avant même de répondre à cette question, je voulais dire aussi, qu'est-ce qu'on met dans violence? Parce que généralement, ce qui se passe dans les couples, on a des femmes qui sont victimes de violences, mais quand on en parle, elles vont dire « Non, c'est mon mari, il m'aime ». Parce que c'est ça aussi, il faudrait qu'on sache qu'est-ce qu'on met dans la violence. Il y a beaucoup de personnes qui tolèrent. Et dans nos sociétés, c'est comme ça. Quand ton mari te bat, on te dit « Mais c'est parce que tu as fait une bêtise qui t'a tapé ». On excuse tout. Donc, à un moment, comment on se dit qu'on est dans un foyer où on est victime de violence, pour nous, c'est normal. C'est parce qu'il m'aime qu'il le fait. C'est parce que je me suis mal comportée qu'il le fait. C'est parce que finalement, on se retrouve dans un cercle vicieux. Donc, en fait, les statistiques qu'on a, finalement, ne sont pas représentatives. Oui, j'aimerais dire... Oui, je pense, oui. Il faut dire que la Côte d'Ivoire n'a pas de statistiques officielles fiables sur les violences conjugales. C'est seulement par le biais des enquêtes ad hoc menées par des associations de la place qui défendent les enfants, qui défendent les femmes. C'est par le biais de ces associations qu'on peut avoir des estimations de chiffres. Et je prends le cas de l'enquête de l'AIDF qui a dénombré 70% sur un échantillon de 3000 femmes, 70% étaient victimes de violences. Et même dans ces 70%, comme on l'a si bien dit, le silence et la tradition qui veut que tu respectes ton mari. Donc tu te tais. Voilà, en te taisant, quel que soit ce qu'il a fait, c'est ton mari, c'est le chef des familles. Tu n'as pas le droit de l'exposer, parce que dénoncer, c'est l'exposer. Voilà. Donc, ce qui fait que dans ces 70%-là, il n'y a même pas 10% qui sont capables de sortir du mutisme. Le silence est de mise. Alors justement, comment on fait? Carole Daquin, je vous demandais tout à l'heure comment on identifie un enfant qui est victime de ces violences conjugales. Quels sont les signes qu'on va aller chercher pour savoir mettre le doigt sur le problème? Alors, on a beaucoup de signes, mais malheureusement, ce sont des signes qu'on peut retrouver partout. Donc, du coup, c'est difficile de penser tout de suite à une violence conjugale. Quand on a un enfant qui est, par exemple, un adolescent, on peut avoir des fugues. Mais quand on prend le cas de la fugue, tous les enfants qui font des fugues ne sont pas forcément victimes de violences conjugales. On a des enfants qui ont des problèmes au niveau de l'école, qui ont un rendement qui baisse. Mais tout de suite, on ne peut pas forcément penser à une violence conjugale. Donc, je dirais, il y a tellement de signes, mais qui appartiennent à d'autres choses. Du coup, c'est difficile de tout de suite dire que cet enfant-là, il souffre de violence conjugale, si toutefois on ne parle pas. Parce qu'on va interpréter, mais on peut se tromper. Si l'enfant ou la mère ne dit pas « voilà ce qui se passe dans ma maison », on va toujours se dire, pour un enfant qui a un rendement... qui a un mauvais rendement, on se dira tout simplement peut-être qu'il n'est pas intelligent. C'est le silence. Voilà. Le problème, c'est le silence, c'est le fait de ne pas verbaliser la chose. S'il vous plaît, je voudrais présenter une situation d'un enfant qui, à force de voir faire et de voir l'autre parent qui est en souffrance se protéger de façon permanente, reste lui-même à développer ce type de peur-là, qui fait qu'il ne peut pas avoir une affirmation de lui-même dans un groupe d'enfants. Au point qu'il est enclin à accepter des coups. Il se protège systématiquement
parce que c'est comme ça que la personne qu'il aime, la personne qu'il a l'habitude de voir, se protège. C'est un signe de voir des enfants dans un groupe et se comporter de cette manière, au-delà de ce que plusieurs signes montrent que des enfants sont en souffrance. D'ailleurs, en collectant les éléments, on peut arriver à penser que c'est l'enfant qui est lui-même victime de cette violence-là, alors qu'il ne subit que les conséquences de cette violence-là. Justement, comment faire la différence? Est-ce qu'un enfant qui vit dans un environnement où il y a de la violence conjugale, est-ce que forcément lui-même, est-ce que forcément il va y avoir de la violence sur lui-même également? Est-ce que par exemple les parents justement vont forcément, ou l'un des parents vont être violent à son égard? Il peut s'associer à la violence conjugale, une violence domestique. Ça veut dire quoi? Il y a la violence qui est entre le père et la mère, mais il y a la violence qui est entretenue au sein de la famille, de la maison. Et donc, un père qui peut agresser facilement la mère peut aussi facilement agresser l'enfant. Mais est-ce que c'est systématique? Ce n'est pas forcément systématique, mais il y a d'autres causes qui peuvent venir entraîner cela. Imaginez un seul instant que vous avez un père alcoolique. Ce père alcoolique va agresser à la fois la mère et l'enfant et tous les autres membres de la famille. Il y a bien d'autres signes qui peuvent être des signes évocateurs. Et pour ajouter à ce qu'il vient de dire, on a un père qui déteste sa femme. Donc, par ricochet, il se dit tout ce qui vient de celle-là, voilà, effectivement, ça l'énerve. Du coup, vu que c'est la femme qui a porté ses enfants, il va en fait transférer la colère de sa femme sur les enfants. Oui. Et quelles sont les conséquences pour l'enfant, justement, sur le côté psychologique? On en parlait tout à l'heure, peut-être le repli sur soi-même. Oui, beaucoup de repli sur soi. La dépression. Oui, de la dépression. Et c'est quelqu'un qui aura du mal à s'affirmer. Ou alors, quand on le fait généralement dans des groupes d'enfants. C'est lui qui fait le dur. Parce que pour lui, en fait, c'est ça, dire que je suis un homme ou peut-être je suis présent. Tant qu'il n'y a pas de violence, on ne peut pas se parler tranquillement. Il va utiliser la force pour dire « j'existe ». C'est ce qu'on lui montre, en fait. Donc, pour dire « j'existe, je suis puissant, je suis fort, je suis moi », il va utiliser un peu de violence, en fait. C'est un sujet qui est dense, mesdames et messieurs. Je propose qu'on marque une courte page de publicité. Surtout, restez avec nous. On va revenir justement pour parler de ce sujet. Restez sur NCI. De retour sur le plateau de la télé d'ici pour parler de l'impact des violences conjugales sur les enfants. Avant la pub, on était encore en train de parler des conséquences psychologiques de ces violences. Et Lindsay, vous avez peut-être une question? Oui, de quelle manière l'enfant se développe à l'âge adulte, mais sur le plan sentimental? Parce qu'on a tous un archétype. Est-ce qu'il va justement plus se tourner vers... si par exemple c'est une fille qui a grandi dans un foyer violent, est-ce qu'elle va plutôt se tourner vers un homme violent ou au contraire elle va chercher tout l'inverse, tout l'opposé? Alors, ce qui peut se passer, c'est qu'on peut avoir ces deux cas de figure. Voilà, on peut avoir ces deux cas de figure pour quand vous avez dit l'exemple d'une fille, par exemple, elle peut soit vouloir être dans un foyer, c'est-à-dire c'est inconscient, elle ne s'en rend même pas compte. Du coup, elle est dans un foyer ou dans une relation où il y a de la violence, pas forcément physique, mais il y a une sorte de domination, mais ça ne pose pas problème parce que c'est ce qu'elle a vu. Mais en même temps, on a des cas où c'est carrément le contraire, mais il y a comme une recherche de sécurité chez l'autre. Donc, la fille, par exemple, voudra un homme qui l'aime vraiment, qui la protège, qui est au point où elle est, à la limite, elle est envahissante, parce qu'il y a comme l'impression que quelque chose va se casser. Voilà, donc il y a une insécurité émotionnelle, en fait. Elle est tout le temps en train de se dire, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va marcher? Ou alors, quand on a un homme même qui s'occupe très bien de nous, on n'est jamais sûr à 100%. On se dit, mais est-ce qu'il est sérieux? Est-ce que ça ne va pas changer? Parce que le modèle familial... Il n'y a pas un problème? Voilà. Donc, ce qui est, je dirais, normal, pour cette personne-là, ça pourrait être anormal parce qu'elle n'est pas sûre du tout.
Et ça veut dire aussi qu'elle n'est pas sûre d'elle. Elle se dit, je ne mérite pas cette personne. Donc, on revient encore au problème de la confiance en soi, l'estime de soi, tout ça. Donc, on a listé l'impact de ces violences conjugales sur les enfants. Il y a des impacts qui peuvent être physiques, ils peuvent être psychologiques, mais ce n'est pas une émission totalement noire puisqu'il y a des solutions. On va en parler dans cette deuxième partie, mais avant, on va se tourner vers l'INSEE qui va nous parler de son kiff du jour qui est en rapport avec la thématique d'aujourd'hui. C'est le kiff du jour de l'INSEE. Aujourd'hui, oui, je vous parle des artistes qui abordent le sujet des enfants issus de violences conjugales. En toute franchise, il n'y en a pas beaucoup. On n'en parle pas souvent, malheureusement. Et on démarre ici, en Côte d'Ivoire, avec Molière, qui nous a fait un morceau sur les violences faites aux enfants directement avec son titre « Maltraitance ». On regarde. Merci à toutes les structures qui viennent en aide aux enfants. Children of Africa. Ni magana na kabideme ini santiala meni tukasinilo incontention. On file maintenant en Europe avec un groupe de rap français. Ça date quand même, c'était en 2003 avec le groupe Sniper. Il y a un des membres du groupe Tunisiano qui lui-même a été victime de violences conjugales lorsqu'il était enfant. C'est quelque chose qui l'a vraiment touché de voir justement sa mère subir ça. Il n'y a pas forcément de rancœur envers le père, bizarrement, mais il y a toujours cette compassion envers sa maman. On écoute car le clip n'existe pas. On écoute. Sur l'enfant. Le morceau est sorti il y a plus de 10 ans, mais malheureusement, il est toujours d'actualité. Et puis on continue, on termine avec du rap avec Mary J. Blige et Ludacris. Le titre s'appelle Runaway Love. Ludacris raconte l'histoire de 3 personnages. Ils subissent tous les 3 toutes sortes de violences. Et la première vit dans un univers violent. Sa mère se drogue, son père boit énormément. Les 2 parents se battent régulièrement. Résultat, la petite fille est instable, elle fait régulièrement des dépressions et elle pleure malheureusement beaucoup. Donc voilà, depuis le début de l'émission, on en parle beaucoup. Dans les violences conjugales, on a souvent tendance à oublier les enfants et malheureusement, les répercussions sont énormes. Un sujet compliqué qui a fait que ces morceaux sont d'ailleurs de grands classiques. Et c'est très bien que des artistes en parlent. Merci l'INSEE pour ce kiff. Alors, on le disait, le tableau n'est pas totalement sombre parce qu'il faut pouvoir avoir des solutions. Et on les a, ces solutions, en Côte d'Ivoire. Comment on brise le cycle de cette violence conjugale pour les enfants? Comment on les sort de là? Comment on les protège? Piste de solutions. Merci Pierre. Des solutions, il y en a en Côte d'Ivoire. Le principal, c'est d'abord de savoir où trouver ces enfants qui vivent dans ces familles où la violence conjugale existe véritablement. Pour ça, il y a cette vie communautaire dans laquelle l'information peut venir de toute personne qui a une envie d'aider un enfant qui vit dans un cadre comme celui-là. Cependant, nous invitons à la dénonciation. Il faut dénoncer. Il faut dénoncer. C'est très courant que dans des maisons, tous les soirs, on entend des cris, on entend des portes se refermer, des choses difficiles dans des maisons où on sait qu'il y a des enfants qui y vivent. Lorsque on n'y fait rien de très vite, les conséquences sont lourdes pour cet enfant. On va où pour dénoncer? Il faut aller à la police. Vous appelez tout simplement une ligne d'assistance pour l'enfant qui est la ligne 116 Allo Enfants en détresse. Vous avez des conseillers au bout de la ligne qui réceptionnent l'information et des conseillers se déplacent vers la maison pour entretenir les parents dans un premier temps. Leur montrer que l'ambiance, l'environnement n'est pas favorable pour le développement d'un enfant. Si au-delà de ça, les choses ne fonctionnent pas, cette institution-là a la possibilité de saisir le juge pour qu'un retrait de l'enfant puisse être demandé. Lorsque l'enfant, on accorde le retrait de cet enfant, l'enfant peut être placé dans une famille agréable, c'est qu'on appelle une famille d'accueil, où il peut se développer normalement. Pendant ce temps, tous les problèmes qui ont fait que les parents ont développé ce cas de violence-là commencent à être réglés dans un autre espace avec eux, qui leur permet donc de se retrouver et l'enfant pourra revenir en famille si besoin il y a. Aristide, vous avez l'impression que nos sociétés sont prêtes à rentrer dans l'intimité de ces familles-là
pour dénoncer, pour sauver ces enfants-là où ça reste encore tabou? On n'a pas besoin de rentrer dans l'intimité, puisque, comme le frère l'a si bien dit... Ça peut être anonyme. Oui, ça peut être anonyme. En fait, c'est le silence qui pose problème. Quand on entend des choses et quand on voit des choses et qu'on a eu à s'approcher même de certains membres qui nous ont fait le rapport, il faut signaler. Sinon, on devient complice. Il faut signaler, sinon on devient complice. Donc c'est au niveau surtout de la famille, ça commence par la famille, mais aussi de la communauté, parce que c'est la communauté, l'environnement immédiat qui est à même de pouvoir faire ces signalements-là. Quand ce n'est pas signalé, on ne peut pas savoir. Comme on a dit tout de suite, il y a des chiffres qui ont été donnés, mais parce qu'il y a beaucoup qui restent dans le mutisme, on ne peut pas avoir les statistiques exactes. C'est comme si c'est le dessus de l'iceberg qu'on voit. En dessous, c'est plus gros. Voilà, donc il faut signaler ces cas-là pour que, justement, ces personnes soient prises en charge. Et cette prise en charge doit être holistique. Ce n'est pas seulement une prise en charge clinique, ce n'est pas seulement une prise en charge psychologique, mais une prise en charge aussi qui permet de ressouder les liens sociaux. Parce qu'avec tout ce qu'il y a eu comme violence, on a parlé d'isolement. L'enfant s'est disqualifié lui-même. La femme même, elle ne va plus aux réunions de quartier et tout ça, de peur qu'on lui demande, mais ton bras là, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, quand c'est comme ça, il faut ressouder le lien social. Et pour ressouder le lien social, il faut vraiment échanger, prendre le problème à la racine, non seulement échanger avec les victimes, avec l'enfant, mais surtout avec l'agresseur, pour ne pas qu'il y ait d'action répétitive. Voilà. On parle de dénonciation, mais parfois, ce n'est pas évident peut-être pour un individu de dénoncer. Donc, il y a peut-être ce sentiment de honte aussi qui va grandir, honte pour la famille, honte pour peut-être le voisin. Peut-être qu'après, le voisin va savoir que, bon, bah mince, je l'ai dénoncé, qu'est-ce qui va se passer? Il y a peut-être des répercussions aussi pour lui, pour la personne qui est dans la famille. Là, pourquoi il faut sensibiliser? L'INSEE, les conséquences sont lourdes. Tout à fait, pour je suis les tout enfants, à fait d'accord. Et aussi pour l'un des membres du couple qui subit les violences. Non, mais là, je suis la première. On peut arriver jusqu'au drame. Lorsqu'on ne dénonce pas, c'est la mort. C'est la mort. Et puis, il faut comprendre l'environnement dans lequel ces choses arrivent. Est-ce que la personne est équilibrée comme il se doit? Est-ce qu'elle a toutes ses facultés en place? Alors, laisser des enfants dans les mains, dans cet environnement-là, c'est un gros risque. On vous demande seulement de passer une information anonyme. Vous n'êtes pas obligé de dire « je suis tant » ou tout. Une information anonyme sur la base de laquelle les travailleurs sociaux se rapprochent de la famille et ont tout simplement envie d'aider cette famille à se retrouver. Alors justement, peut-être les travailleurs sociaux, les psychologues qui vont rentrer en jeu, quelle approche on a avec ces enfants-là? Qu'est-ce que vous faites, par exemple, Carole, quand vous recevez un enfant? On n'identifie peut-être pas tout de suite, mais comment on fait? D'accord. Déjà, c'est de déceler ce qui ne va pas chez l'enfant, tout ce qu'on a comme problème, comportement, je dirais, tout ce qu'il y a comme comportement antisocial. Voilà. Donc, après ça, c'est de redonner confiance en cet enfant-là, de lui redonner confiance, de lui dire qu'il a de la valeur, de lui dire qu'il n'est pas coupable de ce qui se passe entre ses parents. Ce n'est pas sa faute. Même s'il le voit, même s'il le constate, ce n'est pas sa faute. Et en même temps, sur le long terme, voir aussi avec les parents. Si c'est par exemple la mère qui est battue, c'est la mère qui est battue, lui dire aussi qu'elle a de la valeur. Parce qu'on a tendance à penser qu'on ne vaut rien et tout ça, c'est normal. Donc, c'est de revaloriser cette personne-là, lui redonner confiance et l'aider à se relever. Mais c'est tout un processus. C'est vraiment tout un processus. C'est vraiment redonner confiance, c'est vraiment long. C'est compliqué. C'est vraiment long. On entend souvent certaines mères qui disent « je reste » ou dans le foyer parce que justement c'est pour protéger les enfants. Mais de ce qu'on est en train de dire ce soir, eh bien c'est une erreur. Il faut savoir parfois partir pour sauver l'enfant, même si ce n'est pas soi dans un premier temps. Oui, je ne dirais pas ça comme ça, parce que quand on le dit comme ça, on a l'impression qu'on pousse les personnes au divorce, alors que ce n'est pas ça. Donc l'idée, c'est de faire réaliser à la personne qu'elle met ses enfants dans une situation vraiment dangereuse. Parce qu'une mère normale, une mère équilibrée ne voudra pas avoir un enfant qui se porte mal ou un enfant qui socialement n'est pas adapté. Donc c'est de faire réaliser à cette maman-là qu'en se taisant, en acceptant, en tolérant ce qui n'est pas tolérable,
voilà ce qu'elle produit comme effet sur elle et sur l'enfant. Et généralement, quand on réalise, tout doucement, les choses commencent à se mettre en place. Alors, restez avec... Dernière question. Juste une toute dernière question. On a parlé tout à l'heure des endroits justement où se rendre en cas de, si justement on est témoin donc, de violences conjugales au sein d'un couple. Si on se rend à la police, est-ce que la protection de l'enfant justement peut aussi être alertée? Rapidement, en quelques secondes. Immédiatement, lorsque vous arrivez à la police comprend qu'il y a un problème avec un enfant, les services sociaux sont alertés, la protection de l'enfant est alertée. Vous avez aussi les cliniques juridiques qui existent dans certains quartiers vers lesquels vous pourrez aller ou écrire tout simplement le mot violence au 1366 et nous réceptionnons une information et immédiatement... le relais est fait. On va la retenir, cette information. Violence au 1366, c'est important. Restez avec nous. On va marquer une courte pause. Et lorsqu'on revient, on sera rejoint par Abou Nidal de Genève, une icône du coupé-décalé, le Waraboss, le concepteur de la chaussure qui parle. Et ne zappez pas, on revient tout de suite. On est de retour sur le plateau de la télé d'ici. Si vous êtes toujours avec nous, vous avez bien fait parce qu'on a été rejoint par Abou Nidal de Genève. On ne te présente plus. Tu es très bien habillé d'ailleurs. Merci beaucoup, merci. Tu es plus sapé que moi. Non, ça va. Je vais prendre ma place. Ben non. Alors, Abou Nidal, tout le monde connaît Abou Nidal sur le plateau. On le présente plus, comme je le disais. D'avoir Abou Nidal sur cette thématique, d'ailleurs à la suite de cette thématique sur la protection des enfants, c'est pas totalement tiré par les cheveux, puisque tu es très engagé avec les enfants. Tout à fait. Il faut dire que notre mouvement, le coupé-décalé, est écouté et consommé à 99% par les jeunes. Et c'est ces jeunes-là qui ont fait de nous ce que nous sommes. Donc on revient 20 ans après pour leur dire, allez-y à l'école, laissez la violence, parce que l'école, c'est la lumière. Donc les jeunes qui ont adopté ce mouvement, il faut désormais les parler. Voilà. Donc tu te focalises surtout sur l'éducation avec le Waratour. On est à la quelle édition du Waratour aujourd'hui? La 4e édition a été stoppée par la Covid-19. Donc nous sommes en train de nous préparer pour la 5e édition. Ben, là, on n'est pas encore sorti, d'affaires. Mais bon, on espère que les choses vont... les gens vont respecter les mesures barrières et puis les choses vont évoluer. Alors, qu'est-ce qu'on a réussi à faire avec ce Waratour, avec ces 4 éditions qui ont déjà été lancées? Quel accomplissement aujourd'hui? Alors, à mi-chemin, nous pourrons dire que nous sommes très satisfaits parce qu'on a commencé ce concept à Bobo, où nous avons donné 5 kits scolaires à une famille qui était très heureuse. Alors, après, aujourd'hui, nous sillonnons toute la Côte d'Ivoire. Nous donnons plus de 1000 ordinateurs portables chaque année, des tablettes éducatives. Le plus important pour nous, c'est d'abord la sensibilisation contre tout ce qui mine le milieu scolaire. Et aujourd'hui, le Waratour est devenu une commune, une école. Donc... Et ça s'applaudit. On va refaire un saut rapidement sur la question des enfants. On va faire un espèce de cas pratique, si vous le voulez bien. Une fois qu'on a identifié le problème, quelles sont les étapes à respecter? Alors, qui intervient en premier dans la chaîne et comment ça va se dérouler jusqu'à la fin? Qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsqu'il y a un problème de violence conjugale qui se signale, il faut déjà appeler les structures en charge de ce problème. Ça peut être le ministère, ça peut être se rendre au commissariat ou appeler les structures privées, comme j'ai dit. Ça, c'est la première des choses à faire. Lorsqu'on constate qu'il y a violence conjugale. Et après, il faut justement que cette famille-là soit accompagnée, que ce soit l'enfant qui soit accompagné par les structures de protection, la femme qui soit accompagnée par les associations de femmes, de droits de femmes pour pouvoir, comme on appelle, booster son estime de soi, l'empowerment, comme on le dit. Et il faut aussi prendre en charge que l'agresseur présumé
soient prises en charge en plus des enfants ou de l'enfant et de la mère. Parce que pour avoir des effets permanents quant à l'aide apportée à l'enfant, il faut surtout ne pas faire l'économie d'aider la mère. Aussi. Il ne faut pas faire l'économie d'aider la mère parce que c'est en aidant la mère qu'on donne tous les outils nécessaires pour lui permettre de jouer pleinement son rôle de mère auprès de l'enfant. Et puis forcément, ça va se répercuter après sur l'enfant, au même titre que les violences conjugales se répercutent sur l'enfant. Si la mère, si les parents vont bien, ça va se répercuter aussi sur l'enfant. Voilà. S'il avait gardé un élément négatif de toute cette violence, le fait qu'on ait donné des outils à la mère pour pouvoir rebondir va permettre à l'enfant de se recorriger. C'est comme une réparation qui va se faire naturellement. D'accord. Je veux, après, en laissant la parole à la psychologue, montrer la place importante qu'occupent le psychologue, les travailleurs sociaux et ce qu'on appelle les caregivers, ce sont ceux qui apportent les soins aux enfants. On se demandait avec l'INSEE d'ailleurs avant l'émission si on en avait, et on n'entend peut-être pas parler de ces solutions qui sont pourtant bien présentes, donc c'est important, peut-être que vous nous en parliez ce soir, effectivement. Oui, les travailleurs sociaux, je disais, le psychologue, qui a la faculté d'entretenir chacune des cibles dans tout le système. L'enfant, la victime de violences et puis l'auteur des violences. Voilà, ces personnes ont besoin d'être encadrées dans un système où le côté affectif est rétabli, le côté relationnel est rétabli, le côté ouverture et bien-être, estime de soi peut être aussi entretenu. Tous ces volets-là pour réhabiliter chacune des entités. Mais il faut aussi, dans notre contexte, ne pas oublier le côté impunité, là où on peut penser que le type de violence qui est exercée n'est pas toléré par un code pénal qui existe et qui peut condamner en termes de correctionnalisation, ramener la personne dans une nouvelle vie, à se présenter de la meilleure des façons possibles à son environnement immédiat. Alors, est-ce que la musique peut aider justement ces enfants à sortir de tout ce schéma de violence? Est-ce que ça peut être un échappatoire? Ce n'est même pas un échappatoire, c'est l'une des solutions. Alors, on va en profiter pour regarder ce qu'Abou Nidal a fait, puisque le concept du coupé-décalé à la base, c'était d'apporter la joie. Oui. Donc on regarde en quelques minutes ce que tu as fait dans ta carrière. Après les vêtements qui massent de quoi? C'est les chaussures qui parlent, c'est les chaussures qui ont des passeports, c'est les chaussures qui voyagent en première classe. Ahmed Bakayo pour l'excellence. Yannick Sawé, Isaac Kessé, Djengaziz, le trio gagnant. La tête, le ventre, la queue, avec que des la piste des posters. Ça c'est comme ça en passe. 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 Va à l'école, ma chérie, va à l'école. Va à l'école, ma petite, va à l'école. Poussez-moi, 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 poussez-moi. Le bijou du troisième pont. Mon ami, je t'assure, tout ce que je porte, c'est du bon. Faut pas te négliger, même si t'as pas assez de billets. Décalé qui te donne l'argent. Serge de Fallait, c'est mon coupé décalé qui te fait voyager. À bout des bandits, pourquoi vouloir le dater? Pourquoi vouloir le salir? Pourquoi vouloir le... C'était le medley d'Abou Nidal, toujours très sapé. Quand on parle de musique, moi je préfère me retirer, je te laisse dans les mains de l'INSEE qui est une professionnelle. T'abuses. T'es beaucoup mieux, vous êtes beaucoup mieux que moi concernant la musique, donc je vous laisse vous occuper d'Abou Nidal. Le coupé-décalé de base, c'est un mouvement, vous l'avez dit en début d'émission. Est-ce que vous vous reconnaissez aujourd'hui dans ce qui se fait? Alors, oui. Dans la nouvelle génération? Oui, bien sûr. Je ne peux pas renier ce que j'ai construit. Alors, comme je dis, il y en a qui écrivent l'histoire, il y en a qui la racontent. Le coupé-décalé, c'est les jeunes Ivoiriens qui se sont retrouvés de l'autre côté, en Europe, livrés, certains livrés à eux-mêmes, d'autres étaient étudiants. On a décidé de se mettre ensemble, de faire les choses ensemble, de ne pas vivre dans l'individualisme.
Donc il y a déjà ce côté, comment dirais-je, humaniste, solidarité, voilà. Donc après Lino Versace, Borosandi, Mola, pour ne citer que ceux-là, il y a une nouvelle génération très talentueuse. Je veux parler de Serge Beno, Baby Philippe, Ariel Chenet, qui font la fierté grâce à ce mouvement de la musique ivoirienne. Mais ce que je ne voilà, ce que je ne cautionne pas, comme je l'ai dit dans mon dernier son, c'est le coupé-décalé qui te donne de la joie. C'est le coupé-décalé qui t'a sorti du néant. C'est le coupé-décalé qui te fait voyager. Mais pourquoi vouloir gâter ce mouvement? Donc les clashs, quand c'est musical, je n'ai aucun souci. Parce qu'à partir du moment où un sort un single ou un album, que l'autre puisse se surpasser, je suis d'accord. Mais quand c'est pour injurier les parents et sortir des armes dans les bars, aucun intérêt, je ne me reconnais pas, on est d'accord. Voilà pourquoi j'ai dit dans ce son, comportement de mouton, réaction du berger. Vous avez parlé tout à l'heure de Douksaga. De base, vous étiez amis. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Alors, moi, il faut dire déjà que j'étais d'abord en Allemagne dans les années 96-97. Après, en 2000-2001, quand le mouvement a commencé, moi, je suis allé aux États-Unis, quand ça a commencé sur Paris. Et fin 2001, début 2002, le mouvement avait déjà... donc, je reviens à Paris et je vais m'installer en Suisse. Donc moi, je prends le mouvement, je vais m'installer en Suisse, je deviens promoteur de spectacle. Je ne chantais pas encore. Donc il y avait Douksaga, il y avait Lino Versace, Mola et autres. Donc nous, étant des gens qu'on était déjà des amis, nous on faisait déjà la promotion. Et après, quand je suis rentré à Abidjan en 2006 et que Douksaga nous a quittés, j'ai dit non, il faut qu'il y ait des gardiens du temple. Parce que ce mouvement, au-delà de la musique, il y avait d'abord une philosophie de jeunes Ivoiriens qui ne voulaient rien faire comme les autres, qui voulaient tout faire, qui voulaient changer la donne. Donc, on était déjà une famille avant de revenir sur la musique. Voilà. Est-ce qu'il y a un nouvel album en préparation? Il y a un nouvel album, l'album Confirmation. Mais il faut déjà dire qu'aujourd'hui, j'essaie plus de sortir d'abord des singles pour annoncer l'album. Donc, sur l'album de 20 titres, on a déjà 3 ou 4 singles. Oui, c'est un album de 20 titres. Avec des collaborations? Oui, avec des collaborations. Un album très arc-en-ciel avec des artistes nigérians, maliens, ivoiriens. Voilà, Yemi Alade, le Nigeria, King Keji au Mali. En Côte d'Ivoire, vous avez Serge Beno que vous venez de voir. Au Mali, j'ai eu la chance dernièrement de travailler, de collaborer avec le maestro Toumani Diabaté. On a l'impression que tu fais tellement de choses. Tu es directeur d'une télévision de musique aussi maintenant. J'ai la chance de diriger une télé qui essaye de promouvoir la musique ivoirienne d'abord et la musique africaine. Ivoire TV Musique, voilà. C'est quoi l'objectif à long terme pour cette... pour la télé? Pour la télé. Oui, pour la télé. Bon, je le dis, Dieu merci, j'ai la chance de m'entendre avec tous les artistes. Mes meilleurs amis même sont les artistes Zougou. Donc j'ai la charge d'être le directeur artistique, c'est-à-dire je suis le pont entre la télé et les artistes. Donc c'est ça mon rôle, au fait. Promouvoir les jeunes artistes. Pierre l'a dit. Oui. Pierre l'a dit tout à l'heure, vous êtes sapé. Est-ce que c'est lié justement la sape et le showbiz? Mais bien sûr, surtout le coupé-décalé. Le coupé-décalé, d'abord, comme je l'ai dit, c'était le bon chic, bon genre. Nous qui avons eu la chance de vivre dans ces pays où on montrait l'Afrique, c'est la famine, c'est la guerre. J'ai dit non, le pays du Faux-Boigny, on sait vivre. Parce qu'il y a pas mal de gens de la sous-région qui venaient d'abord en Côte d'Ivoire avant d'aller en Europe. Pour venir d'abord ne pas être perdu, s'imprégner. Donc, Abidjan, c'est le petit Paris. Dans la télé d'ici, on se sape, on sait vivre, on aime la musique et on aime aussi le cinéma. Et d'ailleurs, on en profite puisque tous les mercredis, l'INSEE nous fait son cinéma.
Et aujourd'hui, je vous parle de plateformes que l'on connaît tous plus ou moins, Netflix, YouTube, Dailymotion. Les autorités vont taxer tous les services de vidéo à la demande. D'après les informations, la taxe sera de 3% sur le montant versé par le client pour bénéficier du contenu de Netflix ou encore de YouTube. Tous les moyens sont en train d'être mis en œuvre pour que même les grandes entreprises, donc comme Netflix, YouTube, Dailymotion, paient la taxe. Pour y parvenir, la Direction générale des impôts collaborera avec le ministre de la Communication. Donc 40% des taxes perçues sur la vidéo à la demande seront versées à l'Office national du cinéma, tandis que les 60% restants seront affectés au fonds de soutien à l'industrie cinématographique. Et je trouve que c'est une très bonne chose, puisque franchement, c'était l'autoroute du bonheur pour Netflix, pour YouTube et toutes les plateformes. Jusqu'à présent, ce sont des services qui marchent très bien ici dans le pays et qui prennent surtout de plus en plus d'ampleur. Donc ça ne devient pas plus cher pour nous. Non, l'huile, tout a augmenté. Si on doit payer Netflix aussi plus cher, ça va être compliqué. C'est pas en prévision. D'accord, très bien. Alors, on arrive au terme de cette thématique. Est-ce qu'il y a un dernier mot que vous voulez donner sur les violences conjugales et l'impact sur les enfants, les solutions? Oui. Je pense que comme solution, c'est vrai qu'on a parlé de prise en charge, mais généralement on parle beaucoup de la mère. Mais je pense que l'homme aussi doit être pris en charge, parce que pour quelqu'un qui se comporte comme ça, il y a forcément quelque chose qui ne va pas. Donc ce serait bien de prendre en charge aussi le père. L'idéal pour un enfant, oui, le bourreau, l'idéal pour un enfant, c'est d'avoir ses deux parents. Voilà. Quoi qu'on dise, même quand on met un enfant dans une famille d'accueil, c'est pas la même chose. Même quand ses parents adoptifs la donnent de l'amour à l'enfant, c'est pas la même chose. Il y a toujours un petit regret. On va y aller au pas de course pour avoir un dernier mot sur la question. Pour vous, Aristide, Alain. D'accord, j'ai envie de dire que nous découvrons souvent ces enfants dans ce type de situation avec un autre modèle, ce que nous appelons les enfants parentalisés, parce que déjà dans la souffrance à l'intérieur de la maison, ce sont des enfants qui apportent eux leur bonheur aux parents en prenant soin d'eux. Ils deviennent très vite des enfants qui savent prendre soin des autres. C'est déjà un côté positif de cette situation que nous exploitons dans le système de médiation. Aristide, un dernier mot peut-être? Oui. Il faut surtout signaler. Parce que c'est les dénonciations qui vont permettre la prise en charge correcte et complète de ces personnes-là qui ont été exposées à la violence, depuis l'auteur jusqu'aux victimes. Et pour cela, il faut une conjugaison des actions. Conjugaison des actions psychologues, cliniques et sociologues. Donc ça, je pense que l'un dans l'autre, ça peut donner de meilleurs résultats. Voilà. Que ce soit au niveau individuel, collectif, communautaire. Alors, il y a la pub. On va y aller au pas de course. Juste après, on va retrouver Abou Nidal de Genève sur la scène de la télé d'ici pour finir en musique. Ce sera tout pour la télé d'ici. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à nos invités d'être venus parler de cette thématique. Merci l'INSEE. On se laisse rapidement avec le programme, la suite de la soirée sur NCI. 19h50, ce sera le JT de Mélina Makissi. À 20h05, la météo de Maïmouna Ebrard. À 20h10, NCI Reportage suivi de Battleground à 20h30. On va aussi remercier le public du collège IPS de Yopougon qui a été avec nous tout au long de cette émission. Quant à nous, on se retrouve demain, même heure, mais avant, ce sera Abou Nidal, le Warabos, Abou Nidal de Genève, le Warabos, sur la scène de la télé d'ici pour 3 titres. Mon coupé décalé, c'est le moment, et dialogue direct. Abou Nidal, c'est maintenant sur la scène de la télé d'ici, ce sera chaud, c'est Abou Nidal.
Pourquoi vouloir le garder? Pourquoi vouloir le salir? Pourquoi vouloir le garder? Pourquoi vouloir le salir? Avant, non faisait le boucan. Avant, non faisait le pharaon. Avant, c'était l'union sacrée. Avant, c'était la grande famille. Pourquoi vouloir le gâter? Pourquoi vouloir le salir? Pourquoi vouloir le gâter? Pourquoi vouloir le salir? Tous ensemble, le coupé décalé original. Président, on y va. Dieu, président, on voulait dans le jeu. Allez, comportement de mouton, réaction des bergers. Un comportement de mouton, réaction des bergers. Seul Dieu décide. Abou Nidal de NCI. C'est le grand moment. C'est le moment.
donner un peu le ventilateur. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Le ventilateur donne du vent. Le climatiseur donne de l'air. Dans les caddies. Voyez ça, vous dites dans le de Genève. Ça, c'est le dialogue direct. Loïc, on y va, tous les gars. Vous allez poser, Nazakoya et Zamakasi. Tranquillisez-vous, je suis de retour. Il est arrivé avec la chose qui va. Il revient, c'est le moment. Aujourd'hui, avec le dialogue tiré. Alexis Vincent Gomez, le maître de Croton. Ceux qui ne savent pas, ne parlent pas, ne peuvent même pas parler. Mes frères ivoiriens, dialoguons dans la paix. Lorsque vous ramassez une noix de coco, dites merci au vent. Le ventilateur donne du vent, le climatiseur donne de l'air. Ventilateur, donnez du vent. Au climatiseur, donnez de l'air. Ventilateur, donnez du vent. Au climatiseur, donnez de l'air. Allez, ventilateur, donnez du vent. Au climatiseur, donnez de l'air. Un ventilateur, donnez du vent. Un climatiseur, donnez de l'air. Un ventilateur, donnez du vent. Un climatiseur, donnez de l'air. Ventilateur, donnez du vent. Coupez la musique. Et les bassam tchén-tchén, 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 bassam tchén-tchén, tchén-tchén, c'est la nouvelle danse. Tous ensemble. Bassam tchén-tchén, 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 bassam tchén-tchén, 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 bassam tchén-tchén, tchén-tchén, bassam tchén-tchén. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était Abou Nidal de Genève sur la scène de la télé d'ici. Merci de nous avoir suivis.